Bonjour à toutes et à tous. Nous sommes le samedi 4 décembre. Hier, on était en Alsace avec Mathieu dans le domaine Léon Bosch. Et puis aujourd'hui, voilà, on fait le grand saut. On va aller dans le sud, en Côte-de-Provence. Et on est reçu par Kitty et Michael. Donc, bonjour à tous les deux. Bonjour. Voilà, donc on va peut-être commencer un petit peu par parler voilà, de votre domaine, de l'histoire domaine, de l'histoire familiale, parce que ça se passe de génération en génération. Donc voilà, racontez-nous un petit peu, Mickaël, un petit peu ce domaine et puis la région également. Bon, la particularité de ce domaine, la première chose qui est tout à fait particulière, c'est que ce domaine se situe à Correns. Et Correns est un village un peu particulier parce que c'est un village qui a fait le choix du bio en 95. En 95, moi je suis ingénieur agronome de formation. Je suis devenu maire de ce village et j'ai proposé à tous les agriculteurs de passer en bio. Donc, tous les domaines, la coopérative, le chevrier, le maraîcher, tout le monde à peu près en 2 ou 3 ans est passé en bio. Et c'est la première fois en France que tout un village était en bio. On a fait aussi du gros travail sur les cantines, sur les forêts, sur les constructions. Donc, on a essayé d'avoir une action de développement durable complète, hein, et qui a été couronnée d'un succès certain. Et avec comme conséquence principale, c'est qu'aujourd'hui, le village fonctionne très bien sur le plan agricole. Il y a à peu près 1000 habitants. Il y a beaucoup de jeunes agriculteurs qui se sont installés et il y a une dynamique certaine pour Correns, ce premier village bio. Donc, ça, le domaine des asprès s'inscrit dans ce cadre contextuel. La deuxième particularité, donc, c'est que le domaine est en bio et que lorsqu'on est en agriculture bio, bien, on fait une agriculture où on pense aux générations futures. Hein, et la philosophie du domaine, comme du village, mais la philosophie particulière du domaine, c'est de faire en sorte que le vin, qui est un produit de plaisir, un produit de convivialité, un produit qui amène sur les chemins de la sagesse, ce vin-là soit bu dans telles conditions qu'on ait la bonne conscience de ne pas avoir fait du mal à la terre et au contraire à la rendre au moins aussi bien, si pas mieux, à nos enfants. Donc ça, c'est la philosophie globale du domaine, avec un petit plus, c'est qu'on essaye de faire bio et solidaire, parce que pour chacune des bouteilles que nous vendons, avec mes 3 fils, on met de l'argent dans 2 opérations de solidarité, une en Afrique, le pays où je suis né, au Congo, où on a fait de l'apprentissage à l'agrofourniture pour des enfants soldats, des femmes qui ont été violées, des filles mères. On a monté depuis une dizaine d'années une école de formation à l'agriculture. Et l'autre partie de cette somme est distribuée à une association qui, au niveau français, travaille sur l'amélioration de la biodiversité. Donc voilà globalement dans le cadre dans lequel le domaine est. Et donc je partage cette passion avec mes 3 fils. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle la cuvée qu'on va déguster s'appelle la cuvée des 3 frères. Et c'est un domaine que nous avons acquis, que mes parents ont acquis en revenant du Congo et du Rwanda dans les années 60. Mais j'ai repris très très vite la suite. Et aujourd'hui, le flambeau est en train de se passer à la génération de mes enfants. Et j'ai 9 petits-enfants. Je ne doute pas qu'il y en a un ou deux ou quelques-uns qui vont vouloir reprendre le flambeau. Et le lien entre tout ça, ben, c'est Kitty, qui tous les jours travaille avec nous pour faire que la vie soit agréable et surtout assurer et la dégustation et tout l'aspect commercial, etc. Et elle travaille avec nous depuis un certain temps et on espère que ça va durer longtemps. Voilà globalement la présentation du domaine. Alors, bio, ça se comprend parce qu'aujourd'hui, on ne peut pas imaginer, si on est un homme, une femme responsable, on ne peut pas imaginer de cultiver la terre sans penser à 2 choses. D'une part, aux générations qui viennent, mais aussi, et ça c'est important et on oublie de le dire, c'est que quand on fait de l'agriculture bio, on pense surtout aux consommateurs. Parce qu'aujourd'hui, le monde agricole oublie trop souvent que quand on traite pour avoir une belle tomate, mais c'est pas, à la limite, on s'en fout d'avoir une belle tomate. Ce qui est important, c'est de savoir qui consomme derrière. Nous, quand on fait du vin, notre souci en étant bio, c'est, comme je vous le disais, c'est la génération future, mais c'est aussi le fait que le consommateur ait l'assurance de consommer un produit qui ne contient pas, d'une manière ou d'une autre, des poisons, même si on ne connaît pas aujourd'hui
exactement le poison, mais l'échelle de reconnaissance des poisons d'aujourd'hui n'est pas la même aujourd'hui, demain, qu'elle était hier. Et donc, on a ce souci-là. Voilà un peu la philosophie. Maintenant, je vais passer la parole à Kitty, parce qu'elle a un palais de femmes, de dégustateurs. Alors, juste avant, moi, j'avais du coup deux petites questions. Donc là, on en est sur la troisième génération, bientôt la troisième génération. Donc, c'est vraiment sur un domaine. La troisième génération trois quarts des flambeaux. D'accord, ok. En termes de situation géographique, bon, j'ai un petit peu préparé mon dossier et puis on se connaît. Donc, vous avez pour situer également ceux qui ne connaissent pas encore votre domaine. Donc, le domaine est situé entre Aix et Draguignan. Donc, on est vraiment dans un bel de la Provence verte. Dans les terres. Exactement, au niveau des terres. Et puis, le nom du domaine, ça vient d'où? Alors, le domaine vient de le aspra en latin, et c'est aspre, c'est les terres âpres, parce qu'on est à Correns. Alors, la particularité de Correns, depuis le Moyen-Âge, c'est d'être connu pour ses vins blancs et ses vins rosés, mais surtout ses vins blancs. En Provence, on produit à peu près 95% de vins blancs. Ici, à Corrence, de vins rosés, 95% de vins rosés. En Provence et à Correns, aux Aspres. Les proportions s'inversent. Voilà, les proportions, on produit à peu près 25% de vin blanc. Donc, on produit beaucoup de vin blanc. Pourquoi? Parce qu'on a des terres très calcaires, très blanches, assez pauvres. Donc, avec des terres très blanches, donc qui reflètent la lumière. Et on a une particularité, c'est qu'on est au nord de la zone Côte de Provence. Et donc, on a des nuits assez fraîches en fin d'été. Donc, on a des équilibres alcool-acidité assez particuliers. Ce qui fait un peu la qualité, le succès de nos vins, c'est cet équilibre qu'on sent fort dans la dégustation, parce que ce sont des vins qui restent bien droits. D'accord. Très bien. Et puis, dernière petite question au niveau du domaine. C'est un domaine qui est plutôt un grand domaine, moyen. On parle de 32 hectares. C'est comment en Provence? En termes de production, aujourd'hui, en 2021, on est à peu près sur 21-22 hectares. On est en train de planter, parce qu'avec mes fils, on a décidé de planter. On sera une trentaine d'hectares dans 3 ou 4 ans. On est dans la petite moyenne. Ouais. Hein. Les domaines viticoles, on n'est pas un gros domaine, on n'a pas l'ambition. Moi-même et mes enfants font autre chose sur le côté. Nous, on a plutôt l'ambition de faire ça pour le plaisir et la qualité avec des personnes qui nous entourent. Pour nous, c'est vraiment un objet et une vision plaisir humaine du domaine. C'est génial. Parfait. Très bien, très bien. Bon, Kitty, est-ce qu'on ouvre cette bouteille? Donc là, on est le numéro 4. Donc moi, vous avez la bouteille de 75. Moi, je vais prendre le temps d'ouvrir la case du jour. Donc aujourd'hui, on est là. On y va du petit chat. Hop, donc j'ouvre la case et donc on est bien sur votre cuvée Les Trois Frères en rosé. Donc, je ne montre pas la bouteille en entière. Mais si, vous pouvez, Kitty, bien sûr. Voilà, Les Trois Frères. Voilà. Donc, les 3 fils de Michael. Et donc, la 3e génération sur le domaine. Alors, ça ne se voit pas très bien, mais sur toutes les bouteilles des domaines, il y a une petite licorne. Oui. C'est une armoirie de famille qui vient de très très loin, et au-dessus, il est marqué en latin « Noscete ipsum ». Ça veut dire « connais-toi toi-même ». Vous savez que c'est le début de la sagesse. Donc, quand les personnes comme vous et comme les consommateurs boivent régulièrement ce vin, ils sont sur le chemin de la sagesse. Chin chin. Eh ben, comme on a goûté, nous, ce vin pour la première fois au mois de juin pendant notre comité de dégustation, doucement, on rentre dans la sagesse. Voilà. Ça se voit, ça se voit. Alors. On a un rosé, très pâle. Ouais. Voilà, en transparence, là, on le voit. Ouais. Il est bien brillant. Il y a des reflets roses vraiment lumineux. On est sur quel type de cépage? Alors, c'est un assemblage assez classique avec notre petite touche particulière. Donc, ouais. Pour faire, entre guillemets, un bon rosé, en Provence, on assemble le grenache et le cinsault. Donc, c'est vraiment les cépages typiques ici. Et comme Michael vous l'a un peu expliqué, sur notre terroir, et comme on fait des vins de terroir, le cépage roi ici, c'est le Rolle, qui est un cépage blanc. Rolle ou Vermentino. Ou Vermentino. Oui.
Et comme on y est autorisé, on ajoute un petit peu entre 10 et 20%. de ce blanc qui accentue encore le côté aromatique de notre rosé, donc ici aux Aspres. D'accord, ok. Et là, on est donc on est en train de déguster ou de goûter un millésime 2020. Voilà. Vous avez à peu près tous les ans les mêmes, le même pourcentage en termes d'assemblage et tout ça. Comment ça évolue avec le temps ou en fonction des Il y a millésimes? une manière globale. Les rosés, bon, lorsqu'on apprend à déguster, ils bougent un peu d'une année sur l'autre, mais chaque vigneron a un peu sa caractéristique, son terroir, parce que le terroir joue beaucoup sur les rosés, le mélange des cépages, mais le terroir joue beaucoup. Et comme je vous disais, ce type de rosé, il a 13,5 degrés, ce qui peut sembler beaucoup dans un premier temps, mais on ne le sent pas du tout à la dégustation, puisqu'il y a cette acidité qui fait l'autre pied de ce vin. Donc, comme Kitty vous l'a dit, il y a une couleur très claire parce qu'aujourd'hui, le marché nous demande ça. Et la grande complexité de faire des très bons rosés, c'est d'arriver à extraire peu de couleurs lors des vinifications, mais à extraire beaucoup le plus d'arômes. Alors, l'extraction d'arômes se fait parce qu'aujourd'hui, on a des gros groupes de froid qui permettent de faire de la pression à basse température. C'est-à-dire qu'on extrait peu de couleurs, mais on extrait. Et la fermentation a lieu à basse température aussi. Donc, on empêche la levure de travailler très vite et les arômes restent dans le vin. Et la grande révolution de ces 25 dernières années, c'est ça. C'est qu'on arrive à faire des arômes, des rosés très clairs, mais très aromatiques parce que la levure a travaillé très longtemps et on a empêché, lorsque la fermentation monte à trop de degrés, parce que les arômes s'envolent dans l'air. C'est ça les grands secrets et le succès de ces rosés ces 25 dernières années. Et ben, on a même les secrets, c'est formidable. Alors, on va peut-être passer au nez. Alors, le nez, je sens des fruits, de la fraise, de la framboise. tous les petits fruits rouges. Ouais. Et puis, c'est assez complexe aussi. On a aussi des fruits à noyau. Si vous persistez un petit peu, on a ce côté pêche blanche, nectarine. Et puis, on a beaucoup de finesse aussi. On sent que ça va… C'est persistant aussi, c'est assez intense. Donc, ça rappelle aussi les fleurs blanches. Voilà. Ouais. Déjà au nez. Et puis après, en bouche. Alors, sur le nez, toujours, on a fait un choix, c'est qu'on ne fait pas des vins trop tiolés. Le tiolé, c'est des vins qui sont très parfumés. Et c'est un peu à la mode, mais la particularité, c'est que ça tombe très vite. Nous essayons de faire des rosés qui se tiennent un tout petit peu dans le temps, 1 an ou 2, 3 ans, et aussi des rosés un peu plus complexes. Donc, il ne faut pas que ce soit la bouteille parfum qui écrase tout. Et on essaie de chercher de la subtilité, de la complexité. Et c'est ce qui est la particularité de ce rosé. Donc, c'est un vin qu'on va pouvoir garder 2-3 ans, hein, c'est ce que vous dites? Alors, moi, on peut garder ces vins, on conseille, parce que comme dans les rosés, en fait, aujourd'hui, dans ce type de rosé, il n'y a pas de dimension tannique. Ouais. Donc, les rosés, par définition, ne sont pas faits pour être gardés parce qu'il n'y a pas cette dimension tannique. Mais vu la complexité, un peu la structure qu'il y a autour de ce vin, on peut s'imaginer, nous, on le continue à le vendre pendant 2 ans et au contraire, ça se complexifie et c'est meilleur. Après, soit les gens aiment les fleurs blanches, les arômes de ce type-là, ils le boivent très vite, mais après, il y a d'autres arômes qui se développent qui sont très intéressants aussi. Ok, bon, on le met en bouche? Allez. Allez. On retrouve beaucoup de choses qu'on avait en nez en termes de fraîcheur, la rondeur, et il y a aussi pas mal de complexité. Ouais, c'est très intéressant. Ouais, on a une belle continuité en bouche. Des arômes aussi de petites fraises, comme vous avez dit, fraises des bois. Et puis, ça reste assez longtemps, c'est persistant autant au nez qu'en bouche, une belle longueur. Et on a beaucoup de fraîcheur. Donc, ça, nous, on l'appelle acidité parce qu'on le dose comme ça, on l'évalue comme ça. Et les gens, ça fait un petit peu peur des fois, l'acidité. Mais si on le traduit par la fraîcheur, on a vraiment une persistance, on a du mordant. Et ça donne beaucoup de relief à ce rosé qu'on peut imaginer à l'apéritif comme sur un repas déjà.
Voilà, Julien, vous abordez un très bon sujet. Quel est pour vous, selon vous, ou chacun peut-être d'entre vous, le meilleur accompagnement sur un vin comme ça? Moi, j'aime bien la cuisine locale avec les vins. Donc, on va parler de la cuisine méditerranéenne, des apéritifs avec les tapas, des aubergines grillées. Une bouillabaisse. Hein. Une bouillabaisse, voilà, du poisson. Ouais. Bon, si on passe dans le coin, on sait qu'on viendra chez vous. Moi, par mon histoire, nous, on fait beaucoup de curry dans la famille. C'est des choses les rosés va très bien avec ce type de cuisine. Alors, si on est un peu plus original, on peut tenter sur de la cuisine asiatique en sucré-salé ou très épicé. Ouais. Il y a assez de puissance dans ce rosé qui reste un vin rosé, donc pas tannique, mais pour supporter et pour se défendre, bien s'associer avec. Alors moi, j'ai une question. Moi, je l'avais mis 5 minutes au frais avant de le boire pour qu'il soit à bonne température, vers on va dire 10 degrés. Voilà. Un vin comme ça, si on le goûte un peu trop chaud ou au contraire trop froid, comme souvent au restaurant, qu'est-ce qui va se passer? Comment ça va évoluer? On n'aura pas forcément les mêmes arômes? Alors, trop froid, ça masque beaucoup les arômes. Ça masque aussi le degré d'alcool. Et à l'inverse, trop chaud, ça exacerbe l'alcool. C'est-à-dire que trop chaud, quoi. Pour dire autrement, quand on veut cacher ses défauts, on le veut faire. On le boit à glace. On le boit glacé. Ou piscine. C'est un peu dommage pour un rosé de cette qualité. Comme le disait tout à l'heure, quand je parlais d'acidité, Kitty, elle a raison, elle parle de fraîcheur. Et c'est vrai que quand le vin est trop chaud, cette fraîcheur disparaît. Parce que côté alcoolique qui prend le dessus. Donc, c'est vrai qu'il faut veiller à 18 degrés. Et c'est un vin qui va très bien à l'apéritif. Je veux dire, il est très équilibré. Vous l'avez dit vous-même, il y a tout de suite ce qu'on ressent en attaque, même c'est de la rondeur et très harmonieux. Donc, avec la bonne température, c'est sûr qu'on obtient ce résultat. Et si vous aviez peut-être un mot pour définir du coup cette cuvée 2020 par rapport aux autres, comment vous pourriez la qualifier? On a eu, alors même si ce n'est pas la référence absolue, on a eu une très bonne note sur Parker, qui est la référence, surtout en rouge et en blanc, et très rarement en rosé. Très rare en rosé qu'on a eu une bonne note. On a eu une bonne note, on a eu des médailles. Et si vous voulez, je pense que dans l'histoire de notre domaine, c'est certainement l'un des rosés les plus aboutis. Je pense que je dis ça pour 2021, je pense que je le dirai pour 2022 aussi, pour 2020, je pense que je le dirai pour 2021 parce qu'on a eu des conditions de vendange et une année, alors tout à fait, contrairement un peu à ce qui se passe ailleurs en France, on a eu du beau temps, un climat un peu sec, mais où il y a des pluies tout juste avant les vendanges. Et on va avoir certainement un millésime 2021 au moins aussi bon que celui-là. Ah bah, ça fait plaisir d'entendre ça parce que c'est vrai qu'on… C'est tellement sain la vendange, c'était vraiment une qualité optimum. Donc, on est optimiste pour le 2021 qui est presque fini. Il est quasiment fini, on va le mettre en bouteille dans un mois et demi. D'accord, ok. Bon, bah, c'est parfait. Très bien, bah, écoutez, je voulais vous remercier encore pour ce partage et de pouvoir, on a vraiment pu rentrer dans le cœur du domaine avec beaucoup d'anecdotes et puis du coup, ce partage ensemble et de pouvoir goûter avec vous cette merveilleuse cuvée. Donc, je vais vous remercier tous les deux et puis vous dire à très bientôt. Merci de nous avoir choisis. Bonne dégustation à tout le monde. Et bonne fête à tout le monde. Hein. Voilà, ça marche. Merci Kitty, merci Michael et à bientôt. Au revoir. Merci.